4 novembre 2025. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce condensé de l'actualité du jour en Afrique et dans le monde. On démarre avec le Cameroun. À Douala, capitale économique du Cameroun, les répercussions de la crise post-électorale née de la présidentielle du 12 octobre dernier suscitent de vives inquiétudes parmi les acteurs économiques. Les violences survenues dans la ville ont ravivé la crainte d'un impact sur le principal moteur industriel et commercial du pays. Douala, qui abrite l'un des plus grands ports d'Afrique centrale, joue un rôle stratégique dans la vie économique nationale. Selon son directeur général, Cyrus Ngo, le port reste un sanctuaire difficilement accessible sans autorisation et malgré un léger ralentissement lié aux perturbations des transports, les activités ont repris leur cours normal. Le maire de la ville, Roger Mbassaldine, a lancé un appel à la responsabilité collective. Rappelons que détruire Douala, c'est faire reculer le Cameroun de plusieurs décennies. Il a insisté sur l'importance de préserver cette mamelle nourricière du pays. Dans le même esprit, plusieurs figures du monde des affaires et de la société civile soulignent l'urgence d'apporter des réponses concrètes à la colère des jeunes, épicentre des récentes manifestations. Pour eux, seule une réaction rapide et adaptée permettra de restaurer le calme et de préserver la stabilité économique de Douala et par extension du Cameroun. Attention à l'est de la RDC au Qatar, les médiateurs poursuivent leurs efforts pour relancer le processus de paix entre le gouvernement congolais et le mouvement AFC et du M23. En marge du deuxième sommet mondial pour le développement social qui se tient du 4 au 6 novembre à Doha, plusieurs rencontres ont eu lieu dans le but de rapprocher les positions des deux camps. La médiation qatarienne travaille actuellement sur la 13e version d'un projet d'accord, mais les divergences demeurent profondes, notamment sur la restauration de l'autorité de l'État dans l'est de la RDC. Pour Kinshasa, cela implique le retrait du M23 avant toute intégration éventuelle dans les institutions nationales. Le M23, de son côté, estime que cette restauration doit être le résultat des négociations, envisageant même la création d'un gouvernement d'union nationale chargé de rétablir l'autorité de l'État. Face à ces désaccords, les médiateurs envisagent un accord partiel sur les points de convergence en attendant une entente globale. Le Qatar espère néanmoins une signature officielle dans la semaine, ce qui pourrait ouvrir la voie à une réunion de confirmation aux États-Unis sous l'égide du président américain Donald Trump. Cette médiation se déroule dans un climat diplomatique tendu malgré les récentes accusations de Félix Tshisekedi contre Paul Kagame qu'il soupçonne de vouloir annexer l'est du Congo. Des nouvelles d'ailleurs, l'armée russe poursuit son avancée en Ukraine, particulièrement dans la région du Donetsk où elle enregistre ses plus importants gains territoriaux depuis plusieurs mois. Selon l'Institut américain pour l'étude de la guerre, les forces russes ont conquis 461 km² en octobre, un chiffre légèrement supérieur à celui de septembre. Fin octobre, Moscou contrôlait 19,2% du territoire ukrainien, dont une grande partie du Donbass, déjà partiellement occupée avant 2022. La progression la plus marquée s'observe autour de Pokrovsk, une ville stratégique du Donbass.
situé à un carrefour ferroviaire et routier essentiel pour les forces ukrainiennes. Les combats y sont particulièrement intenses. L'armée ukrainienne affirme avoir lancé une opération spéciale pour repousser les troupes russes infiltrées, tandis que le 7e corps d'assaut aérien assure que le nettoyage du nord de la ville se poursuit malgré une situation toujours tendue. Les experts estiment que si la Russie parvient à s'emparer de Pokrovsk et de Minograd, localités voisines, elle pourrait ouvrir la voie vers l'ouest de la région et consolider son contrôle total de l'oblast de Donetsk. Ces avancées traduisent la pression croissante exercée par Moscou sur un front ukrainien affaibli par la durée du conflit et le manque de ressources militaires. Et pour finir, un nouveau séisme meurtrier a frappé le nord de l'Afghanistan dans la nuit du 2 au 3 novembre dernier, faisant au moins 20 morts et plus de 500 blessés selon le ministère afghan de la Santé. L'épicentre du tremblement de terre d'une profondeur de 28 km a été localisé dans le district de Kolm, dans la province de Samangan, près de Mazar-i-Sharif. Les autorités redoutent un bilan plus lourd, de nombreuses habitations ayant été détruites. La secousse ressentie jusque dans Kaboul a provoqué des coupures d'électricité dans plusieurs provinces après des dégâts sur les lignes venant d'Ouzbékistan et du Tadjikistan. Des routes ont été bloquées par des éboulements, mais les équipes du ministère de la Défense ont réussi à les dégager dans la nuit pour venir en aide aux sinistrés à Mazar-i-Sharif, la célèbre mosquée bleue, monument emblématique du XVe siècle, a subi des dommages au niveau de son minaret. Le gouvernement taliban a ordonné la distribution d'aides médicales et alimentaires, tandis que les secouristes s'efforcent de retrouver d'éventuels survivants sous les décombres. Ce nouveau drame survient à peine 2 mois après un précédent séisme en août qui avait fait plus de 2200 morts dans l'est du pays, confirmant ainsi la grande vulnérabilité sismique de l'Afghanistan. C'est tout pour l'info du jour. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.